Bienvenue sur Sans Patate. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la demande de métaux précieux, qui est déjà largement incompressible, devrait augmenter de façon exponentielle dans les décennies qui viennent. Au tournant des années 2000, la Chine a connu une période de développement exceptionnelle avec l'émergence d'une classe moyenne de plus de 300 millions d'individus et a pris conscience de la nécessité de contrôler la chaîne d'approvisionnement en métaux précieux qui est nécessaire pour le développement de ces infrastructures. Ces métaux précieux, s'ils sont si critiques, c'est parce que vous en avez partout autour de vous, partout dans tous les objets que vous utilisez au quotidien et parfois même sans le savoir. Prenez l'exemple de votre téléphone sur lequel vous regardez certainement cette vidéo, sur lequel je suis en train de tourner cette vidéo. Dans votre téléphone, vous avez de l'aluminium, du lithium, du colbate, du cuivre, de l'argent, de l'or, du palladium, de l'étain et encore la liste n'est pas exhaustive. La production de métaux précieux est très énergivore et a des très forts impacts environnementaux et sociaux. On voit cependant que le marché est structurellement orienté à la hausse puisque le marché en valeur devrait passer de 240 milliards de dollars en 2021 à plus de 400 milliards de dollars en 2028. Pour comprendre à quel point nous sommes dépendants des métaux précieux, prenons l'exemple de l'acier. Aujourd'hui, 75% de la production de nickel sert à fabriquer de l'acier. Or, selon la Banque mondiale, pour tenir les objectifs climatiques, il faudrait que dès à présent, 100% de la production de nickel rentre dans la fabrication de batteries pour la transition écologique. On a donc une superposition des usages et certains de ces usages sont absolument nécessaires pour toutes les économies en développement. En effet, l'acier rentre dans les bâtiments et les infrastructures de transport. L'acier rentre dans les équipements mécaniques, dans l'industrie automobile, dans les produits métalliques, dans l'électroménager, dans tous les produits électriques. On a donc un choix qui doit s'arbitrer entre utiliser le nickel et donc cet acier pour la transition écologique des pays, des économies les plus avancées ou s'en servir pour le développement plus classique de l'économie des pays en développement. Et pour être plus précis, il existe deux types de nickel. Le nickel de type 1 qui est compatible avec la production des batteries et le nickel de type 2 qui ne l'est pas. Or, selon la Banque mondiale, il faudrait que la totalité du nickel soit réorientée vers les batteries. Comme le nickel type 1 ou nickel type 2, c'est 50% à 50%, c'est à peu près 1 million de tonnes minées chaque année, on voit que même en voulant mettre tout le nickel, on n'est pas capable, avec le rythme de production actuel, de répondre aux besoins de la transition énergétique. Nous allons avoir une concurrence très importante entre le besoin en métaux précieux des économies du Sud pour le développement des infrastructures. Sans acier, on ne fait pas d'immeubles de plus de 3 ou 4 étages. Et le besoin en métaux précieux pour la transition énergétique des économies les plus avancées. Une batterie d'un véhicule électrique, c'est un condensé de métaux précieux. Dans une batterie, on trouve généralement du graphite, de l'aluminium, du nickel, du cuivre, de l'acier, du lithium, du fer. Alors les formules peuvent varier d'une batterie à l'autre, mais fondamentalement, ça reste des produits fabriqués à base de métaux précieux. Prenons l'exemple du cuivre dans l'industrie automobile. Quand on compare un véhicule à combustion interne avec un véhicule électrique pur, quelle que soit la taille du véhicule, le besoin en cuivre est multiplié de 3 à 5 fois pour le véhicule électrique par rapport au moteur thermique classique. Une éolienne consomme entre 800 kg et 5 tonnes de cuivre, principalement pour l'alternateur en fonction de sa taille. Et quand on voit la quantité d'éoliennes gigantesques qu'il faut pour remplacer une centrale nucléaire de 1750 MW, on comprend que l'impact sur la demande sera très forte. On ne fait pas d'électricité avec du vent, on capte l'énergie du vent, on la transforme en électricité avec une éolienne faite de ciment et de matériaux, du cuivre, de l'aluminium et du nickel. Sans métaux, pas d'électricité. Selon l'IFPEN, en 2050, on pourrait avoir consommé 90% des réserves de cuivre identifiées en 2010, et ce avec un taux de recyclage élevé si on met en œuvre les plans de transition énergétique. La croissance du marché est de 4,5% par an, alors que la croissance de la production ne pourra pas être supérieure à 2% par an. On s'oriente donc vraiment vers un supply squeeze, vers des difficultés d'approvisionnement qui devraient se traduire inévitablement par une hausse des cours. C'est tout aussi vrai pour le lithium. La Banque mondiale prévoit une hausse de près de 1000% de la demande de lithium entre 2017 et 2050 pour répondre aux besoins de la transition énergétique et principalement l'électrification du parc automobile. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident a mis en place une diplomatie pour protéger l'approvisionnement en hydrocarbures.
Quand on constate notre dépendance actuelle aux métaux précieux, l'Occident va devoir revoir sa diplomatie pour mettre en place une diplomatie minérale parce que les réserves en métaux précieux sont concentrées sur quelques pays. On a le Chili pour le cuivre et le lithium et on a surtout pour le cobalt la République démocratique dans le nom du Congo qui représente près de 60% des réserves de cobalt et c'est un produit absolument nécessaire pour les batteries. La Chine, enfin, représente 50% de la demande en métaux précieux, a largement sécurisé ses approvisionnements et surtout représente 40 à 70% du raffinage de ces métaux précieux. Et on est donc absolument dépendant de la Chine en l'état actuel pour notre approvisionnement en métaux précieux. Qui dit raffinage de métaux précieux dit consommation importante d'énergie et plus particulièrement d'électricité. Si on prend l'exemple de l'aluminium, pour raffiner une tonne d'aluminium, il faut 15 MWh d'énergie. Quand on voit que le mégawattheure a tutoyé les 1 000 € en France, ça veut dire que la tonne d'aluminium revient à 15 000 €. On voit donc que sans politique énergétique appropriée, les pays occidentaux qui n'ont pas de réserve d'hydrocarbures ou qui sortent du nucléaire ne seront pas en position de produire des métaux précieux. Et il y a donc une grande contradiction entre les annonces velléitaires sur la transition énergétique et l'électrification du parc et de la production électrique et le décalage avec la réalité. Sans énergie fiable et bon marché, on ne pourra jamais être compétitif et on restera dépendant de pays comme la Chine. Nos dirigeants éclairés sont enfin en train de prendre conscience du problème. Alors, on avait depuis 2011 une liste des métaux précieux critiques au niveau de l'Union européenne qui ne s'en est pas suivi de faits ou de changements dans notre stratégie d'approvisionnement, mais bon, au moins la liste existait. En France, on a eu le rapport Varin qui stipule que l'Europe est dépendante à 70% de pays externes pour son approvisionnement en métaux précieux et pour la France, ce pourcentage atteint les 100% puisqu'on n'a à peu près rien et si on avait des métaux précieux, je pense qu'on en a dans notre sous-sol, on n'aurait pas les autorisations pour les exploiter. On aura en 2023 un Critical Raw Material Act au niveau européen, on verra ce qui s'ensuit, c'est certainement un constat éclairé une fois de plus, mais tant qu'on ne voit pas de changement vraiment dans notre politique énergétique ou dans notre politique de sécurisation des métaux précieux, c'est des rapports qui ne servent pas à grand-chose. Et enfin, l'inévitable Ursula von der Leyen qui a fait ce constat brillant récemment en disant que les métaux précieux, les terres rares seront bientôt plus importantes que le pétrole et le gaz. On est d'accord Ursula, mais que fait-on à partir de maintenant? Ma position en tant qu'investisseur, c'est que la demande est incompressible, même si on prend en compte le recyclage, même si on prend en compte l'évolution technique dans les batteries pour plus d'efficacité, la demande de métaux précieux sera tirée à la fois par le développement des économies du Sud, par la démographie tout simplement, par l'augmentation structurelle du niveau de vie et par la transition énergétique portée par l'Occident. Je me positionne sur ce marché des métaux précieux, j'ai un ETF Lyxor Bloomberg Commodities Equal Weight ex Agriculture, donc c'est un nom barbare, mais pour faire simple, c'est un tracker synthétique qui trace de façon à peu près bien répartie les marchés du zinc, de l'aluminium, du nickel, de l'or, du cuivre, de l'argent, du palladium, donc qui reprend un peu tous les principaux métaux précieux. Il y a aussi, je crois, un peu de gaz et de pétrole dedans, mais c'est une très bonne façon et une façon très simple de jouer la hausse des métaux précieux et des matières premières ex-agriculture sur le long terme. J'avais également alloué une partie de mon cash en or en début d'année, ce qui m'a permis d'être très bien protégé contre la baisse de l'euro par rapport au dollar et donc de conserver mon pouvoir d'achat de mes euros une fois que je les avais transformés en or. L'or, si vous regardez, l'or n'a pas forcément bonne presse, mais si vous regardez depuis les années 2000, l'or a largement surperformé le Dow Jones. Et je ne serais pas surpris si l'or, en plus des autres métaux précieux, surperformait la bourse dans la décennie qui vient. Je vais finir cette vidéo avec quand même un fait intéressant. Le gouvernement du Ghana a indiqué qu'il souhaitait payer désormais leur importation de pétrole en or et non plus en dollars, tout simplement parce que le dollar c'est la réserve mondiale, mais il y a un certain nombre d'inconvénients avec le dollar, c'est qu'il y a les sanctions extraterritoriales des Américains qui peuvent s'appliquer dès qu'on a
une vision politique où on a le malheur d'être dans un camp qui ne plaît pas aux Américains. Donc l'or sert à la fois pour des usages industriels, à la fois comme réserve de valeur pour les banques centrales, à la fois pour les bijoux et pourrait prendre une place croissante dans le règlement des échanges de pétrole, voire des matières premières. Donc là encore, je pense que c'est intelligent d'avoir une part d'or et une part de métaux précieux dans son portefeuille pour jouer la hausse tendancielle de ses cours, pour se diversifier et pour se protéger contre les pertes de valeur de la monnaie sur le long terme.